Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Professeur Laurent Perrin Déroulé, bonjour. Merci pour notre émission de venir nous apporter des éclaircissements donc, sur la maladie de Crohn. Mais vous êtes spécialiste de toutes les maladies de l'appareil digestif, c'est bien ça? Oui, exactement. Bonjour à tous. Je suis professeur d'hépatogastroentérologie au CHU de Nancy à Brabois, bien entendu en traitant l'ensemble des pathologies digestives, mais avec un intérêt tout particulier dans ma, pratique quotidienne et également en termes de recherche dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques intestinales qu'on appelle aussi MICI. Alors aujourd'hui dans le monde et en France particulièrement, y a-t-il beaucoup de malades qui sont touchés par ces pathologies des maladies digestives? Alors on assiste à une véritable épidémie dans les pays riches, développés, puisque en France, à titre d'exemple, on a 200 000 patients qui sont atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales, avec un peu plus de Crohn que de rectocolite hémorragique, à peu près 60% de patients atteints de maladie de Crohn. On considère que ce chiffre se situe probablement autour de 3 millions en Europe. Donc vraiment des maladies fréquentes, on en reviendra peut-être, mais touchant le sujet jeune. Et on peut vraiment dire que ce sont des maladies épidémiques et plus du tout comme on les a considérées à un moment comme des maladies rares. Et d'ailleurs, quand je discute avec les patients, souvent ils me disent « mais je connais quelqu'un dans mon entourage proche qui également a une rectocolite hémorragique ou une maladie de Crohn ». Alors, pouvez-vous nous préciser un petit peu quelles sont ces maladies? Déjà, la maladie de Crohn. Alors, la maladie de Crohn, c'est assez simple, c'est une inflammation du tube digestif, comme on l'apprend durant nos études de médecine, qui peut toucher de la bouche à l'anus. C'est ce qui fait la particularité de la maladie de Crohn par rapport à sa cousine, qui est la rectocolite hémorragique, qui est limitée au gros intestin. Là, ça peut toucher le tube digestif haut, ça peut toucher le petit intestin, le gros intestin, qu'on appelle côlon, et puis ça peut aller jusqu'à des lésions de l'anus qui sont très handicapantes. Alors, ce sont des maladies quand même complexes. On ne peut pas dire qu'on connaisse vraiment l'origine. On considère qu'actuellement leur cause est inconnue. Elle est multifactorielle. On a longtemps cru à la génétique. On a été très déçus. La génétique n'explique qu'une petite partie de ces maladies-là. Donc actuellement, la piste qui fait beaucoup parler d'elle, c'est l'environnement. Il se passe quelque chose dans l'environnement parce que quand on est dans un pays riche, il y a un fort risque de l'avoir. Quand on est dans un pays pauvre développé, ce risque est beaucoup plus faible. Donc il y a quelque chose dans l'environnement. Le gros problème, c'est que trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc ces études environnementales, il y en a plusieurs en cours à travers le monde, mais sont difficiles de conclure. Tout a été incriminé, le dentifrice, la vaccination, l'usage des antibiotiques, mais pour l'instant, ça reste pas facile. Alors au niveau des populations, y a-t-il des populations qui sont plus privilégiées, plus touchées que d'autres? Alors, bon, c'est pas évident. On va dire que ça touche tout le monde quand même. Ça peut toucher tout le monde de quasiment 5 ans à 95 ans. C'est un peu plus fréquent chez certaines populations juives, quoique maintenant on l'observe, on va dire, partout dans le monde, et quelle que soit, on va dire, l'origine ethnique. On n'a pas vraiment de profil particulier, et on l'observe vraiment dans tous les endroits du monde, et encore une fois, quelle que soit la race, on peut l'observer chez tous les patients. Donc dégager un profil particulier, ça touche le sujet jeune, 15-35 ans, c'est ce qui fait la gravité et la sévérité de ces maladies-là, mais encore une fois, il n'y a pas d'origine ethnique ou de facteurs génétiques ou autres, puisque par exemple, quand il y en a dans la famille, ça ne se transmet pas. Quand il y en a dans la famille, il y a un risque un petit peu plus élevé que la moyenne, mais ce ne sont pas des maladies transmissibles héréditaires. C'est d'ailleurs une question fréquente de nos patients, et je leur dis toujours, non, quand il y en a dans votre famille, il y a un tout petit peu risque important par rapport à la population générale, mais encore une fois, ce ne sont pas des maladies héréditaires familiales. L'alimentation serait une des pistes au niveau de la recherche? Probablement. Alors, je dirais, moi je trouve que les plus belles études menées à ce jour, ce sont ces fameuses études où les patients viennent d'un pays pauvre et émigrent d'un pays pauvre pour aller dans un pays riche, et en une génération, on voit les enfants qui vivent dans ce pays riche qui récupèrent le risque de la population générale du pays où ils vivent. Donc on peut quand même conclure que c'est l'environnement
L'environnement, ce qui bouge le plus comme ça en quelques années, quand on passe d'un pays à l'autre, et puis on va dire ce qui a beaucoup évolué, bien entendu, c'est principalement la nourriture, mais là encore, identifier les aliments qui pourraient être à l'origine de la maladie de Crohn, pour l'instant, on va dire qu'on en est encore malheureusement très loin. Au niveau des traitements, quels sont les traitements qui puissent exister aujourd'hui? Alors je dirais que la révolution, ça a été il y a une quinzaine d'années l'arrivée des biothérapies, des thérapies biologiques, avec en premier lieu les molécules anti-TNF, qui bloquent la molécule la plus importante de l'inflammation, donc avec 2 molécules qu'on appelle le Remicade et l'Humira, qui sont déjà disponibles dans la maladie de Crohn, qui ont vraiment changé la prise en charge de ces patients, qui ont réduit les hospitalisations, amélioré la qualité de vie, diminué le recours à la chirurgie, qui reste quand même important, qui ont amélioré quand même le quotidien de ces patients. On en a 2, il y en a d'autres qui commencent à arriver petit à petit, une autre qui arrivera dans quelques mois, une autre qui devra arriver dans 2-3 ans, donc ça bouge, on a de plus en plus d'armes thérapeutiques, on est de plus en plus déçus par les molécules qu'on a utilisées jusqu'à il y a quelques années, notamment des molécules qu'on appelle les thiopurines, l'azatioprine, dont le nom commercial est Limurel, où on a beaucoup cru qu'elle avait une efficacité importante, et puis finalement son efficacité, maintenant, avec toutes les études qu'on a, on sait qu'elle est quand même malheureusement modeste, et donc dans la maladie de Crohn, le recours aux anti-TNF est devenu très importante, puisqu'on considère que seuls 10 à 20% des malades vont avoir une évolution favorable sans traitement. Au niveau de la maladie, le déclenchement, donc à n'importe quel âge, vais-je dire, de la vie, on peut contracter cette maladie. Alors nous, on a dans le service, donc au CHU de Nancy, on suit 2500 patients, c'est actuellement la plus grosse cohorte française de patients atteints de MICI. Comme moi je dis toujours, mon activité du lundi matin au dimanche soir, je vois plus de 50 patients atteints de ces maladies-là par semaine, donc on en voit beaucoup. J'ai des sujets très âgés, j'ai des sujets très jeunes, mais qui sont suivis en général dans le service de pédiatrie, qui nous sont adressés lorsqu'ils deviennent majeurs, mais quand même, on peut dire que c'est majoritairement une maladie du sujet jeune. Et encore une fois, c'est ce qui fait tout le problème de ces maladies-là, parce que actuellement, quand ils ont ces maladies-là, ils sont à la recherche d'un travail, ils sont en train de finir leurs études qui sont très importantes pour eux. Donc c'est vrai que c'est une population qui est vraiment très exposée à ces maladies-là en termes d'impact socio-professionnel. Alors aujourd'hui, on a une population qui est de plus en plus stressée. Vous parlez des jeunes, mais d'une façon générale. Est-ce que le stress ne pourrait pas faire partie d'une de ces causes? Je crois pas qu'on puisse le dire. Les patients nous le disent souvent, il faut les rassurer là-dessus. Je crois pas. On n'a pas d'argument pour le dire formellement. Quand les gens ont du stress, ils ont le mal au ventre, ils ont la diarrhée. Mais ça, vous et moi, qui n'avons pas de maladie inflammatoire chronique intestinale, quand on a nos examens, quand on est stressé, quand il y a un événement majeur dans notre vie, on a mal au ventre et on a la diarrhée. Donc, on ne peut pas faire vraiment, pour l'instant, il faudrait faire des études montrant que le stress va aggraver les lésions au niveau de l'intestin. Pour l'instant, ces études-là, on ne les a pas vraiment, donc on ne peut pas dire que c'est vraiment le stress qui joue. Il faut vraiment rassurer les patients à ce sujet-là, et notamment également sur le fait qu'ils doivent manger normalement. Donc c'est vraiment les 2 choses sur lesquelles on insiste souvent. Il faut mener une vie normale en dehors des poussées. Actuellement, y a-t-il beaucoup d'études qui sont menées au niveau de la recherche pour déterminer justement quelles sont ces causes? Alors il y en a énormément d'études dans le monde. Ce sont des maladies fréquentes donc qui touchent beaucoup de malades, des sujets jeunes. Donc vous imaginez bien que beaucoup de chercheurs à travers le monde travaillent, font de la recherche sur ces maladies-là. Il y a 3 niveaux de recherche. Comme toujours, il y a la recherche fondamentale chez la souris, il y a la recherche translationnelle mêlant l'humain et l'animal, et puis il y a la recherche clinique chez l'homme. Nous, on a la chance au CHU de Nancy d'être maintenant, on va dire, leader en termes de recherche dans le monde, puisque nous faisons de la recherche fondamentale au sein d'une unité INSERM qui fonctionne très bien et qui est maintenant très importante en France. Nous faisons de la recherche translationnelle et également beaucoup de recherche clinique, puisque beaucoup de patients nous sont adressés de France et en dehors de la France pour venir chez nous tester des nouvelles biothérapies que nous avons à disposition dans des essais cliniques dans notre centre. Donc une recherche très active qui commence à déboucher sur de nouvelles options à partir de 2015 pour nos malades. Donc on est ravis, mais avec encore malheureusement des besoins non remplis importants, puisque par exemple avec nos molécules les plus puissantes, le nombre de patients en rémission à 1 an reste malheureusement que d'1 tiers
de nos malades. Donc vraiment encore, il y a beaucoup de progrès thérapeutiques à faire. Monsieur le professeur, vous parlez de 2015 avec, justement, voyons un petit peu l'avenir maintenant. Quels sont les progrès qui sont à attendre aujourd'hui, qui sont dans votre centre de recherche, vais-je dire? Alors, je dirais que c'est très simple. Actuellement, il y a trois options. Quand un patient, en gros, on utilise les anti-TNF. On passe toujours par la case anti-TNF, bien entendu. Sauf complications très sévères, on va directement à la chirurgie. Quand les anti-TNF ont échoué, il y a trois possibilités. Il y a l'inclusion dans un essai clinique international testant de nouvelles biothérapies, qui pourrait être l'après anti-TNF, l'après Remicade, l'après Humira. Donc ça, c'est ce que nous avons la chance, nous, d'avoir dans le service. La deuxième possibilité, quand c'est un peu trop sévère, quand les lésions sont limitées, c'est d'aller à la chirurgie. Donc nous, on va à ce moment-là travailler avec les chirurgiens. Et puis sinon, la troisième option, c'est de travailler, d'utiliser des molécules qui semblent prometteuses et qu'on peut déjà commencer à utiliser dans des centres experts, comme les molécules qui seront disponibles en 2015 et auxquelles nous, on a déjà accès. On peut faire des demandes spécifiques pour avoir accès à ces molécules-là. Des molécules qui n'ont pas encore ce qu'on appelle une autorisation sur le mise de marché, mais avec des résultats déjà très prometteurs, encourageants chez l'homme. De plus en plus, on s'oriente vers des vaccinations, donc au niveau de la prévention. Pensez-vous qu'un jour, on puisse penser à arriver à un vaccin? Alors, le vaccin, il y a eu des tentatives. Il y a une étude qui vient d'être finie qui malheureusement est négative. Il y a plusieurs thérapies qui sont, on va dire, en test. Pour l'instant, il n'y a rien qui pointe le bout de son nez. Il n'y a rien de positif. C'est pas facile en termes d'immunité d'avoir quelque chose, puisque les vaccins qui sont habituellement utilisés sont des cibles qui sont pour l'instant au cours des maladies inflammatoires chroniques intestinales, pas des cibles majeures. Donc pour l'instant, je dirais du côté thérapie vaccinale, quand même pas mal, malheureusement, de déception. Alors si vous aviez un conseil à donner, docteur, ce serait lequel pour la conclusion? Alors, deux conseils. Premier conseil, mener le plus possible une vie normale. Pas de toutes ces histoires de stress, pas de nutrition spécifique, pas de vie anormale quand on a une MICI. Sa MICI, quand elle est traitée, sa maladie inflammatoire chronique intestinale, sa maladie de Crohn, l'objectif, on doit revenir à une vie normale. C'est important. Votre médecin doit vous traiter pour que vous repreniez une vie normale comme avant le diagnostic de votre maladie. Vous n'êtes pas satisfait, il y a des choses, on a mal répondu à vos attentes, c'est une maladie chronique. N'hésitez pas, parfois il faut demander un second avis, un autre médecin pourra vous aider. Je crois qu'en 2014, c'est important, donc parfois devoir se référer à un centre expert, contacter le centre de votre région, parce que c'est vrai que ce sont des maladies qui nécessitent de plus en plus d'expertise, avec des traitements de plus en plus complexes. La plupart du temps, ils sont bien gérés, mais c'est vrai que dans des cas un peu plus compliqués, parfois il faut savoir demander un second avis et puis voir parfois l'équipe qui a l'habitude de gérer des centaines de patients atteints de ces maladies chaque année. Monsieur le professeur, merci beaucoup de nous avoir raconté cette interview, sachant que vous êtes très pris partout en France, mais dans le monde. Voilà, exactement. Mais c'est toujours un plaisir parce que je crois que c'est important qu'on puisse enfin parler de ces maladies qui ont été malheureusement sous-estimées, dont on n'a pas assez communiqué dans les pays développés, notamment en France. Merci, monsieur le professeur. De rien. Au revoir. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.